Dans l'épisode 1, je vous ai montré les derniers bricolages, la mise à l'eau et notre trajet jusqu'au port de départ, Pornichet. Enfin, je vous ai partagé ce grand moment, notre départ pour les Canaries. Désormais, cela fait 7 heures que nous sommes en mer, aux portes de notre première nuit sur Ratafia. Une nuit où, pendant un instant, j'ai vraiment cru que tout allait s'arrêter là. Comme on venait de partir, on avait la météo et on savait qu'au coucher du soleil, le vent allait forcir. Avant d'être plongé dans le noir, on a pris un premier riz. Une rafale soudaine a couché le bateau, le faisant accélérer d'un coup. Le genre de risée qui n'annonce rien de bon. On a compris qu'il fallait agir vite. Un deuxième riz, un troisième, puis on a fini par affaler entièrement la grand voile. Il fallait garder le contrôle. De nuit, on perd tous ses repères. On ne voit plus rien, mais on sent tout. La houle s'est levée, les vagues déferlaient et explosaient contre la coque. On dévalait les vagues à plus de 7 nœuds. Dans ces conditions, chaque erreur peut être fatale. Une perte de contrôle, un empannage violent, et c'est la grand voile qui casse. De nuit, tout est 2 fois plus compliqué. Et la nuit dure 12 heures. Mieux vaut que rien ne lâche. Quand c'est la tempête, il n'y a pas grand-chose à faire, à part s'agripper à la barre et tenir bon. Seul sur le pont, dans le noir, je prenais conscience de la puissance des éléments. J'étais gelée, tétanisée, et mon cerveau imaginait le pire dans ce que je ne voyais pas. Mais le pire restait encore à venir. Avec la houle, impossible pour Mathilde de fixer l'horizon pendant ses quarts. Très vite, elle s'est mise à vomir. À l'intérieur, dormir était impensable. Le bateau résonnait comme une caisse de tambour, chaque bruit donnant l'impression qu'il allait se briser. Et puis il y avait Mathilde. Elle vomissait par-dessus bord. C'était horrible, mais paradoxalement rassurant. Si je l'entendais, c'est qu'elle était encore là. Jusqu'au moment où, plus rien. Après des heures à l'entendre vomir, silence total. J'ai bondi dehors. Elle tenait toujours la barre, vacillante. Quand elle a repris son souffle, elle m'a expliqué que, depuis l'enfance, les douleurs causées par les vomissements la faisaient facilement perdre connaissance. Elle venait de s'évanouir, seule, à la barre, en pleine tempête. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment cru que tout allait s'arrêter. Et puis, enfin, le jour s'est levé. Épuisé, on sortait de l'enfer. La nuit blanche la plus éprouvante de ma vie, et sûrement la plus douloureuse pour Mathilde. Mais on n'avait rien cassé, et on faisait toujours cap vers les Canaries. Cette première journée est d'un calme absolu. Le vent est tombé, la houle s'est écrasée. On avance au moteur à une moyenne de 3 nœuds. On tente de connecter le Starlink pour capter du Wi-Fi et consulter la météo. Petit rappel, en haute mer, aucun réseau, rien. Juste l'océan et nous. La journée se résume à dormir et manger. Objectif, reprendre des forces avant la prochaine nuit. Avant, je n'avais qu'un seul grand amour. C'était Poupoule. Maintenant, j'en ai un deuxième. La pilote automatique. Et lui, il pourrait faire partie du podium s'il voulait bien marcher aussi. Le soleil est une bénédiction. On en profite autant que possible. Allez, Elon, wesh. Elon, tu me déçois là. Tous ces satellites pour ça, sans déconner. Franchement, j'ai remis mes convictions en question 1 million de fois pour savoir si j'allais prendre cette putain d'antenne. Tout ça pour qu'elle fonctionne pas, ça a un foutage de gueule. Dans quelques heures, la deuxième nuit commence. À l'horizon, des nuages noirs menaçants nous encerclent. Le vent se lève, on coupe le moteur et renvoie les voiles. Cette fois, on file à 6 nœuds. Le calme avant la nuit. Dès que la lumière décline, l'ambiance change. Comme si, mentalement, tout bascule. On se prépare, on se concentre. Chaque nuit est unique, mais toutes sont flippantes. Le quart de Mathilde, 22h minuit, commençait dans 40 minutes. Pour l'instant, tout est calme. Mais on décida quand même de mettre un riz pour la nuit. Et la deuxième nuit commence. Pénible. Vraiment pénible. Le vent n'a cessé de tomber, puis de remonter brusquement. Merci, le golfe de Gascogne. Ok, bah il faut qu'on l'a, il faut qu'on ait un Rien en panne, rien en panne. Toute la nuit, on a enchaîné les manœuvres. Enlever les riz, hisser la grand voile, remettre les riz. Et pour être honnête, on n'était pas très au point là-dessus. À chaque fois, une immense galère. Je crois qu'au début, on avait du mal à accepter la vitesse.
On prenait des riz trop tôt, avec pas tant de vent, et le temps qu'on les installe, le vent retombait. Résultat, des manœuvres compliquées et épuisantes. Mais de nuit, tout semble plus rapide, plus violent. Ouais, nous on fait pas virer, hein. Ah bah, En allant choquer la drisse de grand voile, j'ai eu le privilège immense de me prendre la bombe en pleine poire. Le palin venait de se décrocher. Attends, meuf, la GV s'est décrochée, il n'y a plus de ballon à la GV. Et tout ça en slalomant à travers des nuages remplis d'éclairs. Des éclairs gigantesques, de ceux qui illuminent d'un coup tout l'horizon, alors qu'on était plongé dans l'obscurité totale. Au début de la nuit, on s'est même détourné plusieurs fois, par peur. À la fin, plus un souffle de vent. On avançait au moteur et on tentait d'échapper aux éclairs à peine 3 nœuds. Sur mon quart, de 4h à 6h, j'ai passé 2 heures les yeux rivés sur le ciel, à traquer ces éclairs, à essayer de comprendre s'ils s'éloignaient ou s'ils fonçaient sur nous, tout en surveillant les cargos autour pour éviter toute collision. Délivrance. Enfin, la lumière du jour. En croisière, c'est 12 heures de nuit épuisante pour 12 heures de journée royale. 48 heures en mer, ça c'est fait, 2 nuits, 8 bambous. Allez là. Combien de milles il dit? On a fait 223 000. C'est pas mal. On avance. Hyper bien. Au fil du temps, on apprend à apprécier chaque instant, même les plus durs, comme s'ils étaient le prix à payer pour les instants plus doux. Ou peut-être est-ce l'inverse. Ce sont ces galères qui nous ont appris à savourer le reste. Être ici et maintenant. Profiter de chaque instant, car tu ne sais pas de quoi va être fait le quart d'heure d'après. La journée démarrait hyper bien. Première toilette depuis le départ, quelques lingettes, un brossage de dents. Rien d'exceptionnel, mais ça change tout. Et pour accompagner ça, un petit chili con carne sur ma meilleure playlist. Le matin ne rit plus avec chagrin. Merci Henri. Encore hein. Mais qu'est-ce que des putains de petits oiseaux ils font? Ce serait trop mignon qu'ils restent avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous parce que où veux-tu qu'il aille lui? Comment on l'appelle? Bah Poupou. En croisière, tout devient vite un événement. Même la visite inattendue de 2 tout petits oiseaux à 400 km de la Terre. Oh, c'est de deux. Probablement des pouillots vélos ou fitis. On voulait des dauphins, mais rien du tout. En route vers l'Afrique, ils s'égarent parfois au-dessus de l'Atlantique, poussés par les tempêtes. Peut-être avaient-ils juste besoin d'une pause, le temps de se réorienter et de souffler. Là, j'attendais tranquillement la nuit, en me demandant à quoi elle ressemblerait. La journée avait été parfaite, de celles qui rechargent bien les batteries, avant une nuit orageuse. Un coucher de soleil magnifique, le vent qui tombe. Ce moment où la brise thermique du jour rencontre celle de la nuit. En bateau, la patience est une vertu. La 3e nuit était la plus calme. Pétole total, pas un souffle de vent. On avançait au moteur, enfin un peu de répit. Comme la veille, ces éclairs étranges nous entouraient. Toute la nuit, le ciel s'illuminait sans un bruit. Des éclairs éclataient à l'intérieur des nuages, éclairant l'horizon comme en plein jour, mais sans jamais laisser entendre le moindre tonnerre. Après recherche, j'ai compris qu'on avait assisté à des nuits d'éclairs intra-nuageux. Piégés dans la masse orageuse, ces éclairs apparaissent quand les nuages sont fortement chargés. En mer, le spectacle est surréaliste. Leur lumière se diffuse partout, donnant l'impression d'être encerclés par la tempête.
Et pourtant, impossible de savoir si l'orage se rapproche ou s'éloigne. Dans ces moments-là, le temps semble suspendu. On ne peut rien faire d'autre que de surveiller le ciel, scruter l'horizon, espérer que le mât n'attire pas la foudre et attendre que la nuit passe. Mais cette fois, on fonçait droit vers les nuages, sans se dérouter, sans peur. Comme quoi, on s'habitue à tout. À un moment, j'ai traversé un immense nuage, très haut dans le ciel, lourd de tensions électriques. Je voyais les éclairs au-dessus de ma tête. Et peut-être que c'était la fatigue, mais je suis persuadée d'avoir vu physiquement l'électricité statique. Des paillettes, des étincelles minuscules. Une sensation de picotement au bout des doigts. J'ai eu l'impression de franchir une porte. C'était mystique. Le golfe de Gascogne a vraiment ses mystères. L'énergie qui t'entoure en haute mer est grisante. On a traversé plus de la moitié du golfe de Gascogne. De gros nuages chargés depuis nous guettent, encerclant le bateau. Troisième nuit, check. Bonjour, et on est samedi. On va bientôt passer les 300 000. Ça fait donc 65 heures qu'on navigue. On hésitait à faire un stop à Corona, là, à la pointe de l'Espagne. Et en fait, on est chaud patate. On va continuer. Et du coup, on va faire plutôt un stop à Madère, qui est juste, je crois, à 2 jours, à 200 000 des Canaries, là, de Fuerte. Mais ça veut dire, par contre, du coup, qu'au lieu de pouvoir mettre pied à terre, genre demain, ce serait plutôt la semaine prochaine, quoi. Petit tour du bateau et état des lieux de l'équipage. Voilà, je vous présente Simbad, qui est le pilote auto, qui capitaine de la marque. C'est lui qui fait. Il fait hyper bien. On avance au moteur, grand voile complètement affalé pour éviter qu'elle claque. 300 000. Oui. Vers midi, pendant que je dormais, le vent est remonté. Mathilde, en solo, a réussi à envoyer la grand voile et prendre un riz. D'ailleurs, c'est le moment pour moi de vous expliquer cette histoire de riz. Prendre un riz ou hariser la grand voile permet de réduire sa surface pour mieux gérer un vent fort et éviter de trop gîter. On avançait enfin à une bonne moyenne de 6 nœuds. L'invité d'honneur du jour, une baleine. Après quelques recherches, je pense qu'il s'agit d'un rorqual commun. Avec ses 20 mètres de long, c'est le deuxième plus grand mammifère de la planète, juste après la baleine bleue. J'ai hésité avec le petit rorqual, plus modeste, avec ses 6 à 9 mètres, déjà la taille de notre bateau. Mais son comportement plus joueur, ponctué de sauts spectaculaires, ne collait pas avec ce qu'on avait observé. Ce qui m'a surtout convaincu, c'est le souffle. Le petit rorqual souffle peu, voire pas du tout. Le rorqual commun, lui, envoie un jet puissant, audible et visible à plusieurs mètres. En moins d'1 minute 30, on a vu 4 grands souffles montant haut, visibles et parfaitement audibles. Après le cachalot, pas pour du Nutella. En pleine mer, quelqu'un doit toujours être sur le pont pour assurer ce qu'on appelle la veille. Même si le pilote automatique maintient le cap, le vent change constamment d'orientation et d'intensité, obligeant à ajuster les voiles. Sans oublier les autres bateaux. Si l'un d'eux croise notre route, il faut réagir. C'est ce qu'on appelle être en quart. On avait choisi des quarts de 2 heures, surtout la nuit, mais comme on dormait très peu, on continue souvent en journée. On se retrouvait principalement au repas. Pour filmer un maximum, j'ai dû sacrifier quelques siestes.
Mathilde, elle, luttait contre le mal de mer et récupérait dès qu'elle pouvait. Hyper pratique cette perche. C'est pour cela que l'on voit un peu moins sa bobine. Mais heureusement, on a quand même partagé plein de moments magiques ensemble. Les dauphins venaient nous faire coucou, et à chaque déhanché, ils réapparaissaient. Un plan d'eau ultra plat, un bateau gîté à fond, 6 nœuds au compteur, ciel bleu, une Red Bull pastèque à la main. Capitaine. Un coucher de soleil sublime et la soirée continue sur un best-of des meilleurs Disney. Au fond de toi d'avoir raison. Monter le sang du loup qui meurt d'amour. Tu peins en mille couleurs, vert du vent. Putain, c'est où? La loutre et le héron sont mes amis. Une ronde à la fille. Le cigare. Oh là là. Les créatures de la nature ont besoin d'être pures. Et qu'importe la couleur de leur peau. Et alors, ça en vaut le coup? Putain, ça en vaut la peine. Putain, ils avaient raison. Tous ceux qui ont dit, tu verras, ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Ça vaut une nuit entière à vomir et à croire mourir. C'est fou, hein? Mais c'est vrai. Difficile de mettre des mots sur cette sensation unique. Chanter à tue-tête les musiques de notre enfance en plein milieu de l'océan. Deux meufs badass, chacune en train de réaliser son rêve. Parce que oui, faire ce documentaire, c'est l'un des miens. Ça va être à toi. Pas de pression, il n'y a rien. Putain, fait chier qu'il n'y ait pas de vent. Hein. « 6h, 8h, dernier quart. Le plus froid. On ne pense qu'à une chose, que ce gros soleil se lève. La nuit a été d'un calme absolu. Un minuscule croissant de lune, à peine visible, une obscurité totale. Parfait pour profiter d'un ciel étoilé, à couper le souffle. Bon, j'ai quand même eu mon moment de panique. J'ai réveillé Mathilde en gueulant, persuadée qu'un cargo surgi de nulle part allait nous foncer droit dessus. En réalité, c'était juste ce minuscule quart de lune caché derrière les nuages, posé sur l'horizon.
besoin d'un petit point. Nous nous apprêtons à passer le Cap Finistère. Et nous sommes face à un truc qui est quand même pas des moindres. Cette histoire de DST. Dispositif de séparation des trafics. Voilà. Comment ça va, capitaine? Bah ça va. Après des heures et des heures et des heures de réflexion sur où est-ce qu'on allait passer ce putain de Cap Finistère, entre passer au large ou passer proche de la côte. Je crois qu'on s'est enfin décidé et on va prendre l'option passer près de la côte. Avantage, on va pas trop normalement traverser un énorme bordel de cargo. Mais à la fois peut-être que c'est blindé de pêcheurs sur cette côte, on ne sait pas. Ensuite, avantage peut-être qu'on va capter les eaux, donc on va pouvoir nous-mêmes choper de la météo et avoir des max d'infos. Désavantage, bah, c'est la côte égale danger. Et les putains d'orques qui peuvent potentiellement venir nous croquer un bout de safran. Mais le safran est quand même en carbone, donc je les attends les choux là. La toilette est faite. Quand toilette, chaussettes. Le corps est propre. On est reprête pour 4 jours sans douche. Première douche, ouais, la première douche au bout de 4 jours. Moi je dirais toilette à type tous les 2 jours et tous les 4 jours douche. Ouais. Hein? Comme expliqué précédemment, on approchait du Cap Finistère et on avait choisi de passer entre le DST et la côte. Sauf que la nuit tombait et se rapprocher de la côte de nuit, ce n'est pas l'idéal. On pourrait croire que le large est plus dangereux, mais c'est tout l'inverse. Les vrais dangers sont près des côtes. Beaucoup de trafic, des zones de pêche, et en septembre 2024, un gros problème d'orques qui attaquait les voiliers et brisait leur safran. Un bateau sur 4 y passait. On s'apprêtait donc à slalomer entre les pêcheurs, tout en espérant garder notre safran intact. En début de soirée, on a croisé quelques dauphins. Sur le coup, on a flippé. On venait tout juste de parler d'orques. Ça fait gros dauphin. Ah, c'est quoi, c'est un dauphin? Oh là là. Ok. Oh là là. Hyper beau dauphin. Oh, vous nous avez fait peur. Et j'ai eu un petit coup de... Ben... Avant la nuit, on a reçu un message d'Aurélien via notre téléphone satellite. Il nous annonçait que les jours à venir allaient être musclés. Plus de 35 nœuds de vent, des alizées portugaises allaient nous botter les fesses. Quitte à longer la côte, autant s'arrêter dans un port et attendre que ça passe. Décision prise, on affronterait les pêcheurs cette nuit et on viserait le port du Mouchia. Arriver de nuit dans un port inconnu, c'est toujours un plaisir. Bonjour en mer, y'a quoi? Y'a quoi? Ça n'a pas loupé. On a dû carrément abandonner nos cars et naviguer à deux une bonne partie de la nuit. Trop de pêcheurs, trop de trajectoires à gérer en même temps. On avait activé une alarme sur l'AIS pour détecter les routes de collision. Sauf qu'elle sonnait en continu. On était toujours en route de collision avec un pêcheur. Au bout d'un moment, on a fini par la désactiver. Une nuit stressante, mais après 5 jours en mer, on allait enfin poser pied à terre. Eh bien, nous sommes arrivés en Espagne. On est au port du Mouchia. C'est un X, mais bon, vendu les Espagnols. Il est... quelle heure? Il est 5h40. On a passé une nuit d'enfer extraordinaire à slalomer entre les péchous.
rapport avec des gens. Et ça a l'air d'être très mimi cracra. Voilà, voilà. 108 heures et 116 000. Je vais voir parce qu'il fait hyper chaud le père. On se branchera demain, non? Et nous, on a traversé le golfe de Gascogne. Après cette pause bienvenue à la découverte du port de Mouchia, on met le cap sur les Canaries. Cette fois, plus de halte possible. 8 à 12 jours en mer et dehors, c'est l'enfer. Même en laissant passer le plus gros des Élysées portugaises, on les a rattrapés. Et on a dégusté. 3 jours dans plus de 25 nœuds de vent, avec une houle de 3 à 5 mètres. Les éléments se déchaînent et en prime, la casse commence. Il faudra réagir, improviser. Mais au milieu de ce chaos, on aura le droit à des spectacles inoubliables.